On a vu lors du dernier cours l'ensemble, le fait que l'ensemble des entreprises de l'Internet, enfin qu'il y ait deux types d'entreprises Internet, des entreprises qui sont là pour nous améliorer notre vie, pour nous améliorer notre productivité, et des entreprises qui sont là pour nous voler notre vie. Donc on a vu les différentes manières dont ils font ça, et pourquoi est-ce qu'ils font cela. Le but, c'est que ces entreprises nous empêchent de réfléchir. Le but, c'est que ces entreprises fassent en sorte à ce que nous restions le plus longtemps possible sur des services. Et donc, pour cela, il faut nous empêcher de réfléchir. Et je vais vous donner quelques exemples de comment est-ce qu'on fait pour tenir les gens sur des services en ligne. Une des premières choses, c'est qu'il faut savoir qu'il y a dans les grandes universités américaines, il y a ce qu'on appelle des laboratoires de persuasion technologique. D'accord ? Des laboratoires de persuasion technologique sont des laboratoires avec des étudiants, des professeurs, des psychologues, qui vont aller chercher les failles du cerveau humain pour arriver à détecter comment arriver à toucher les gens plus. C'est-à-dire arriver à les attirer plus et arriver à les garder plus sur un service. Donc il y a des gens qui ont vraiment essayé de voir comment est-ce que la technologie peut arriver à attraper les gens de plus en plus. Donc ils travaillent sur les souris, sur les singes, ils font vraiment des expériences dans un truc avec des groupes d'étudiants aussi. Une des choses, on n'a pas trop le temps, donc on va avancer sur les conclusions plutôt que comment ils l'ont découvert. Mais une des choses dont ils sont découverts, c'est que plus tu donnes à consommer à quelqu'un, plus il consomme. C'est-à-dire que si tu lui donnes de l'information, tu lui donnes des choses, et que tu ne le laisses pas réfléchir entre-temps, il va consommer. Et on voit ça dans les feeds, d'accord ? Donc dans les réseaux sociaux, tout fonctionne avec des feeds. Il faut savoir que Facebook, jusqu'à peu près en 2010-2011, le feed finissait. C'est-à-dire qu'on voyait ce que faisaient nos amis, les amis de nos amis, et c'était terminé. C'est un peu comme notre boîte mail, on voyait un peu les choses. À partir de 2010-2011, arrivait même une technologie web qui permettait de faire des pages qui défilent, qui se chargent au fur et à mesure, ça s'appelle l'Ajax. Et donc, on peut fournir du flux en permanence. Donc là, le fait de fournir du flux, ça fait que les gens défilent de l'information. Et pourquoi ils défilent ? On utilise beaucoup de méthodes pour faire en sorte à ce que les gens défilent. On connaît exactement la taille de votre écran, d'accord ? Donc vous avez cet écran-là, on sait exactement le type d'appareil que vous avez, enfin plein de choses. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait en sorte à ce que vous ayez une information en haut, une information là, et le début d'une information en bas. Donc en fait, l'homme est curieux, donc quand il voit le début d'une information en bas, en plus qui a l'air intéressant, des fois c'est juste la première ligne d'un titre, ça peut être le début d'une vidéo, il va faire comme ça, il va voir la suite, d'accord ? Il va voir la vidéo qui va apparaître là. Mais encore en bas, il y a encore le début d'une prochaine vidéo, ou le prochain quelque chose. Donc on fait comme ça, et on continue, et on ne s'arrête pas. Et à chaque fois, des fois, d'avoir quelqu'un qui a une connexion un peu lente, il verra que cette partie-là, elle se charge un peu après le haut, parce qu'en fait, elle est calculée en fonction de l'endroit où tu t'es arrêté, où tu as fait défiler. Donc on fait comme ça, hop, c'est bloqué, hop, c'est bloqué, et donc en fait, on est comme ça, et on défile. Donc des gens qui veulent aller sur Facebook juste pour voir un message, veut voir à quelle heure est l'anniversaire de mon cousin demain, il arrive sur son message, il arrive sur le flux, il va voir le message, il revient sur le flux, il dit « Ah, c'est sympa, ah ouais », et il rentre dedans, et une demi-heure après, il est encore dedans. Ah non, mais attends, mais j'avais contrôle de maths, j'avais ci, j'avais faire ça, j'avais le truc, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, le temps il est passé, Mintra, j'ai raté Mintra, oh. Et le temps passe parce que justement, on ne se rend pas compte que voilà, le temps défile, comme on dit. Autre chose, c'est que, comme je l'ai dit, en fait, quand on fournit de l'information, si on ne laisse pas le temps aux gens de réfléchir, ils vont le consommer. L'exemple, c'est YouTube. Quand quelqu'un voyait, il y a encore un an, une vidéo sur YouTube, il voyait la vidéo. Après à la fin de la vidéo, il y avait un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, et on lui envoyait une autre vidéo. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en 5 secondes, le cerveau n'a pas le temps de réagir en disant « Oui, j'ai envie de voir une autre vidéo » ou « Non, j'ai pas envie de voir une autre vidéo ». On est pris, on est là, on n'est pas encore assez kharif, comme on dit, assez piquant l'esprit. Donc on a 5, 4, 3, 2, 1, hop, il y a une autre vidéo. Et la vidéo d'après, elle va nous intéresser, parce qu'on sait exactement ce que tu aimes, on sait exactement ce que tu cherches, on sait exactement ce que tu veux. YouTube, c'est Google, donc ils savent exactement ce que tu as cherché avant. On a vu que tu étais en train de chercher un appareil photo. Donc, comme par hasard, la vidéo d'après, c'est le comparatif des appareils photo comme il faut. On a vu que, on peut même savoir que ta femme a cherché un voyage aux Bahamas. Donc, on va t'envoyer une petite vidéo sur les Bahamas
ou les trucs, d'accord? On peut savoir plein de choses. Ça, je vous dis, c'est simple ce que je dis, c'est le b.a.-ba, mais on est bien plus fort que ça. C'est-à-dire que les algorithmes sont bien plus forts que ça. Donc, on va t'envoyer quelque chose qui va t'intéresser. Donc, je suis venu voir le cours de Ravron Shaya et je me retrouve après dans un concours de surfeurs à Los Angeles. Bon, ça veut dire que j'aime ça aussi, hein, mais en tout cas, c'était pas l'objectif. Mais j'ai pas réfléchi. Donc, j'ai le sur le surfeur et après, on va m'envoyer un truc sur le quartier où j'habite, tout sur ces. Enfin, bon, vous avez vu comment ça fonctionne. Il y a des vidéos tout le temps. Et les vidéos sont intéressantes, on va en parler, on va voir comment ça fonctionne, ça aussi. Donc, c'était 5, 4, 3, 2, 1. Aujourd'hui, il n'y a plus le 5, 4, 3, 2, 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous finissez une vidéo sur YouTube, immédiatement, vous en envoie une autre. Ils se sont dit, tant qu'à faire. Si les gens, de toute façon, ils ne réfléchissent pas, on ne va pas leur donner 5 secondes en plus pour réfléchir. Donc, on va couper. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui voit une vidéo sur YouTube, la vidéo finie, immédiatement après, il passe à la vidéo suivante. Et après, la vidéo suivante. Et après la vidéo suivante. Et ça ne va pas s'arrêter, et ça ne va pas s'arrêter, et ça ne va pas s'arrêter. Donc ça, pareil, c'est un des exemples. Les médias aussi ont un objectif de nous voler notre vie, de nous attirer, de nous faire perdre du temps. Ils veulent faire croire qu'en fait, il se passe toujours quelque chose. Si on lit l'actualité d'aujourd'hui, d'il y a une semaine, d'il y a un mois, si on lit l'actualité israélienne, un mois, 2 mois, 6 mois, on est sur le point de faire un accord pour les otages. Malheureusement, il y a des soldats qui se sont fait avoir, et on a plein d'ennemis, et les États-Unis ne sont pas contents de ce qu'on fait. Et en fait, en gros, 90% des news, c'est toujours les mêmes. D'accord? Il ne se passe pas autant de choses que ça. Lapid a dit sur Netanyahou qu'il n'aime pas, Netanyahou a dit que Lapid il exagère. C'est tout le temps les mêmes infos. Tout le temps la même chose. Si quelqu'un réfléchit bien et continue à regarder les infos après ça, franchement, il faut vouloir perdre son temps, quoi. S'il n'y a rien, il ne se passe rien. Et d'ailleurs, si maintenant il se passait quelque chose, moi je vous dis, l'exemple que je donne, c'est quand Nasrallah s'est fait tuer, ça c'est une info. Ça c'était une super info, d'accord? Nous, à Bnei Brak, on l'a appris pendant Shabbat. Alors il y a quelques goïms dans notre coin, il n'y a ni besoin de smartphone, ni besoin de rien. À Bnei Brak, samedi matin, j'étais pris au Nets, on me dit, Nasrallah il se fait tuer. Je fais, waouh! Ah, c'est sûr, comment t'as su? Ah, il y a l'autre qui a dit, tata, on m'a dit, on a truc, tata. Il n'y a personne de pas Shomer Shabbat, Baruch Hashem, autour de nous. Non, mais il y a quelques goyim qui sont là, qui gardent la maison de telle personne, qui aident la grand-mère là, et qui a des trucs, etc. Papa. Une information importante, on le sait. On n'a pas besoin d'être sur les réseaux, on n'a pas besoin de regarder, on n'a pas besoin de regarder l'actualité tout le temps. L'actualité, les sites d'actualité, ils ont le même objectif, voler notre temps, parce que leur but, c'est aussi pareil, la publicité. Je veux que tu sois en permanence chez moi. Donc, comment on fait? On fait en sorte à montrer que ça bouge. Donc, en fait, par exemple, il faut savoir que moi, j'étais journaliste et j'ai même investi dans une société qui s'appelle Visual Revenu. Leur système, c'était une plateforme d'intelligence artificielle il y a déjà 15 ans qui allait calculer à quel moment un article devait être mis en ligne. Est-ce qu'il devait être mis en ligne, par exemple, si on parle d'idées vacances, quelqu'un il peut écrire l'article, un journaliste peut écrire l'article le lundi matin. Le lundi matin, les gens ne pensent pas à leurs vacances, ils sont mis au boulot, ils ne sont pas en train de penser à leurs vacances. Mais ça le postait le jeudi après-midi, ça le postait le jeudi matin, ça le postait. En fait, il y avait des algorithmes qui cherchaient à quel moment tel contenu allait attirer telle personne, à quelle heure telle personne. Les gens consultent la météo du lendemain, pas en général à midi. Ils la consomment plutôt vers 18h, vers 19h, vers 20h le matin. Donc en fait, tout était automatisé. Cette plateforme-là était utilisée par la plupart des grands médias. Aujourd'hui, elle s'est fait racheter par une boîte israélienne, Outbrain, depuis plusieurs années. Et donc, ça continue à utiliser. Mais ça veut dire que même les médias, la manière dont les infos sont mises en avant, tout ça, en fait, aujourd'hui, fonctionne avec des algorithmes. Je vous parle des algorithmes parce que il faut savoir qu'au début de l'Internet, au début de l'industrie, de l'économie, on réfléchissait quand on avait des idées. C'est-à-dire que quand maintenant je suis quelqu'un chez Facebook et je dis voilà, je veux maintenant augmenter le taux d'utilisation de mon service. Il y a en fait n'importe qui peut donner des idées. Ah, je pense qu'il faut, si tu mettais le logo en rouge, ça serait mieux. Si tu mettais le logo plus gros, tu mets ça. Si tu fais défiler plus vite, ça serait mieux. Si tu fais défiler moins vite, ça serait mieux. Chacun peut donner une idée, il peut avoir plein de théories, d'accord? Et les théories peuvent être vraies ou peuvent être pas vraies. Et avant, il y a 20 ans, quand on faisait une start-up, on prenait ce qu'on appelait des bold decisions, c'est-à-dire des décisions dures, c'est-à-dire qu'on disait, bon, on va aller comme ça, de toute façon, le patron, il tranchait, il disait, ou le directeur de la stratégie, il disait, on va faire telle manière, de telle manière, de telle manière. Alors, un jour, j'ai parlé avec le directeur de la stratégie de Skype,
qui expliquait comment il avait, lui, décidé que quand on téléphonait sur Skype, ça fait un bruit comme ça, glou, 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 d'accord? Il était un peu foufou, il a dit qu'on va faire un glou, 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 c'est plus une sonnerie de téléphone, d'accord? C'est une décision, ça s'appelle ball move. Est-ce qu'il aurait fallu me faire une sonnerie de téléphone ou ça? Aucune idée, parce qu'il a pris la décision de faire comme ça. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de prendre de décision, on a juste à tester. Il y a ce qu'on appelle des plateformes de A/B testing, A/B test. Vous avez maintenant un ingénieur chez Facebook. Il faut savoir qu'il y a plusieurs années, j'avais lu un article qui disait que Facebook, il y avait 1000 modifications testées par jour. Quelque part, d'accord? Donc il y a un ingénieur chez Facebook qui dit, voilà, je pense que qu'on devrait faire le logo, on devrait l'augmenter, ou alors on devrait prendre moins de place, la bande d'en haut doit prendre moins de place. Pas de problème. Il codait ça, et il mettait ça sur une plateforme d'A/B testing. Il y a 3 milliards de personnes, ou disons il y a 1 milliard de personnes, ou 500 millions de personnes qui utilisent Facebook, 500 millions de personnes qui utilisent Facebook en lui-même, 500 millions de personnes, il va y avoir 10 millions de personnes qui vont voir la nouvelle version, avec ce qu'il a proposé. 10 millions de personnes, une partie des hommes, une partie des femmes, des jeunes, des moins jeunes, on va faire plusieurs catégories, plusieurs pays, on va tester des échantillons de gens, et on va voir si les gens, avec cette modification, utilisent plus ou pas le service. C'est automatique tout ça. C'est complètement automatique. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste à avoir une idée, et on la teste, et la sortie, ça va être obligatoirement mieux. Parce que si elle n'est pas mieux, on la jette, et on passe à l'idée suivante. Mais en fait, on a juste à tester des choses. Et c'est pour ça que les entreprises d'Internet ont des croissances énormes. C'est qu'en fait, on ne peut plus se planter aujourd'hui. On ne peut plus prendre de décisions qui vont, à moins d'un énorme bug, ça arrive, il y a des entreprises qui ont fait des gros crachages comme ça, il y a eu des gros problèmes, mais c'est plutôt des problèmes techniques. Mais en termes de produits, on n'a plus besoin de se casser la tête. On sait qu'on va de mieux en mieux. On sait qu'on améliore en permanence les performances. Donc ces plateformes d'A/B testing, c'est machiavélique, si vous avez compris comment ça marche. Ça veut dire qu'on a juste à rajouter, à essayer de tester plein de choses. Et ces choses-là, après, on voit à la fin de la journée, super, aujourd'hui, j'ai gagné 1 minute de vie de chacun de mes utilisateurs. 1 minute de vie par jour, d'accord? 1 minute de vie par jour, après 1 minute 30, 2 minutes 30, 5 minutes 30, 10 minutes 30, 20 minutes 30, et ça monte, et on arrive comme ça à avoir des services qui arrivent à attirer les gens et à les faire regarder sur les plateformes. Les médias, comme je vous l'ai expliqué, eux, ils vont nous faire en sorte à nous changer en permanence les actualités. Et derrière, il y a aussi de l'A/B testing, il y a aussi du test. Si ils mettent un article en ligne et ils voient que personne clique dessus, il s'enlève automatiquement, il reviendra plus tard. En disant peut-être que ça va être intéressant. Ou alors il va le retester, après il va dire qu'il voit que ça ne revient jamais, ils vont l'enlever, on va le remplacer par autre chose. Le but, c'est que ça marche de plus en plus. Donc aujourd'hui, les outils sont extrêmement puissants. Et tout ça, c'est sur étagère. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise peut utiliser ces outils, peut en acheter, peut en utiliser. C'est extrêmement facile. Et les entreprises de l'Internet, des réseaux sociaux, ont les meilleurs outils là-dessus. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les États-Unis veulent interdire TikTok. D'accord? Eux, ils disent pour la sécurité nationale et tout, mais bon, ils sont juste jaloux que c'est des Chinois. Pour une fois que c'est des Chinois. Et donc, en fait, TikTok, c'est un réseau social. C'est un peu comme tous les réseaux sociaux, à part que ça fait défiler plein de bêtises, d'accord? C'est très, très, très bas niveau, d'accord? C'est-à-dire que plus c'est nul, plus ça marche sur TikTok, d'accord? C'est vraiment... je ne vais pas citer d'exemple tellement c'est nul, mais en gros, c'est vraiment, voilà, c'est des blagues, c'est des gens qui font des bêtises aux autres, c'est un qui va mettre une tarte sur la tête de l'autre, il y a beaucoup de prix dessous, d'accord? Il y a beaucoup de trucs... Au Hachem, j'ai jamais mis les pieds, mais j'ai compris comment ça marche, j'ai étudié. Pareil que les gens Snapchat, mais TikTok, c'est vraiment le niveau le plus bas, et c'est des Chinois qui ont inventé ça. Et les États-Unis veulent interdire TikTok, ou alors ils disent, voilà, soit on interdit TikTok, soit vous nous vendez l'algorithme de TikTok et l'entreprise TikTok aux États-Unis. C'est quoi l'algorithme TikTok? C'est quoi? C'est qu'ils ont compris qu'il y avait une arme de guerre qui était justement le système qui fait que les gens n'arrivent plus à s'arrêter à être dessus. Ça, c'est quelque chose qui vaut très, 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 très cher. Aujourd'hui, qui vaut des centaines de milliards, d'accord? Parce que c'est justement quelque chose qui permet d'attraper les jeunes, et les jeunes passent leur journée sur TikTok à faire n'importe quoi dessus. Donc en fait, ces algorithmes-là, tous ces algorithmes-là sont améliorés en permanence. Et aujourd'hui, on a maintenant l'intelligence artificielle, d'accord? L'intelligence artificielle qui peut être utilisée à des très bonnes fins. Moi, je suis un très grand utilisateur d'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est ma secrétaire. Il me fait faire des contrats, il me fait faire des choses, il fait faire plein de choses très, très facilement. Mais d'un autre côté, quand on met de l'intelligence artificielle dans des algorithmes comme ça,
en fait, c'est tellement intelligent que ça arrive à t'améliorer le système en permanence. C'est donc un système qui va obligatoirement aller de plus en plus. De l'autre côté, il y a autre chose, c'est que Facebook a changé de nom il y a 2-3 ans et s'est fait appeler Meta. D'accord? Meta, c'est le nom de l'entreprise Meta. C'est quoi Meta? En hébreu, ça veut dire mort, hein, mais c'est pas pour rien. Mais Meta, en fait, c'est le début du mot, c'est le début du mot métaverse. Métaverse, c'est quoi? C'est qu'en fait, le rêve de Facebook et le rêve de Google et le rêve des entreprises comme ça, c'est de faire en sorte, pas à ce que tu passes du temps sur ton téléphone seulement, c'est à ce que tu vives dans Facebook. Et donc, c'est quoi? Facebook a racheté des lunettes 3D, des lunettes virtuelles qui s'appellent Oculus. Ils dépensent aujourd'hui 10 milliards de dollars par an de recherche et développement pour arriver à faire en sorte à ce que les gens mettent des lunettes et vivent dans un univers qui n'est pas l'univers réel. D'accord? Donc ils sont dans un univers, ils rencontrent des copains qui sont à l'autre bout du monde, ils vont faire un foot, ils vont regarder des dragons qui passent, et bien sûr McDonald's au milieu qui fait une petite pub. Et plein de choses. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est on rentre à l'intérieur d'un monde, et Meta, c'est ça. C'est le but de Mark Zuckerberg, du patron de Facebook, c'est de faire en sorte à ce qu'on vive encore plus à l'intérieur. Parce que ça ne suffit pas, le 10 heures, le 12 heures, le 13 heures par jour. Je vous ai dit 16 heures par jour tout à l'heure. J'ai donné une conférence à des étudiants à Natania, et un, il me dit « Ah, monsieur Berabi, vous exagérez un peu. » Alors je fais « Est-ce que tu es prêt à venir m'amener ton téléphone là et on voit ton temps d'écran ?» Et son temps d'écran, c'était 16 heures dans la journée. Il avait passé 16 heures sur son écran. Et alors il me fait « Ah non, mais il y a 1 heure de Waze. » Je fais « Ok, 15 heures. » D'accord? Mais 15 heures. 15 heures, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quasiment toute sa journée. D'accord? D'ailleurs, pendant la conférence, il y avait un groupe de filles, c'était un cours mix, il y avait un groupe de filles qui étaient dans le coin, elles n'ont pas réussi à écouter quoi que ce soit, elles étaient sur leur téléphone, elles n'arrivaient pas à se décrocher. Et eux, en fait, pensent que c'est normal, genre on est libre, on est sur notre téléphone et tout, mais non, on s'est juste fait attraper par les algorithmes, on s'est juste fait attraper par le système qui est là justement pour nous pomper notre vie. Oui. Je tiens à dire aussi, c'est important, j'ai pas de véhicule et je me déplace très souvent en train. Ouais. Une grande partie des trails que je rate, parce que les gens ils sont sur leur téléphone. Ah, parce qu'il ne voit pas le téléphone. En voiture, on va en parler de ça tout à l'heure. On va en parler, de ça. On va en parler, j'espère qu'on va arriver à en parler. On va arriver à en parler. Donc en fait, Google a sorti il y a 2 semaines Android XR. Android XR, c'est le nouveau système d'exploitation qui va être intégré dans les lunettes. Donc en fait, vous allez être là avec vos lunettes. En fait, pareil, Google, ils veulent pas qu'on soit juste que sur l'écran. Trace de shalom, c'est pas suffisant. Donc en fait, ils veulent nous avoir là. D'accord? Donc on va être avec des lunettes et on va voir le pitou correct, on va le regarder comme ça, on va dire est-ce que tu peux me le traduire? Et Google va le traduire. C'est bien, pourquoi pas? Intelligence artificielle va me le traduire. On va regarder une voiture, on dit tu peux me dire combien elle coûte cette voiture? On va regarder un appartement, on dit est-ce qu'il y a un appartement à vendre dans cet immeuble? Il peut y avoir plein de choses qui peuvent être très utiles. D'accord? Mais le but de tout ça, pourquoi Google ils font ce genre de choses, c'est pas juste pour améliorer le monde comme ça, c'est le but c'est d'être toujours sur Google, toujours sur Android. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir un écran, vous allez avoir des choses qui vont défiler. De temps en temps, attention, vous avez un code promo vous voulez passer à côté du magasin de Pizza Hut, vous avez un coupon de réduction, tac, il vient d'arriver. Bon, ok, j'avais pas envie de pizza. Voilà. Et en plus, il peut être capable de vous dire, vous êtes plus Bassari maintenant. On sait mais il va le savoir. Mais je vous dis, c'est complètement capable de le faire, d'accord? On saura exactement, comme on nous regarde toute la journée, on saura si il a mangé. On met un compte à rebours du Bassari, il y en a qui sont stressés toute la journée de Bassari Khalavi. Voilà. Mais on peut savoir exactement ce que vous avez envie de manger, d'accord? Il faut savoir que Google vous connaît mieux que votre mère, d'accord? C'est-à-dire, on sait exactement ce que vous cherchez, on sait exactement vos envies, on sait exactement est-ce que vous êtes un lent, pas un lent, est-ce que vous êtes intelligent, pas intelligent, pigeon, pas pigeon, on sait tout, d'accord? Et je vous dis pigeon, papillon, ça, c'est des catégories. Alors, dans l'algorithme, ça paraît pas comme ça. Mais il y a par exemple les complotistes. Vous connaissez les complotistes? Les complotistes, ils pensent que le monde est complètement un complot. C'est-à-dire que les World Trade Center, c'est Bush qui a fait sauter un avion dessus, que personne n'a été sur la Lune, que la Terre est plate, que le Corona, on nous a mis une puce 5G dans le... Vous vous rappelez qu'on avait ça, puce 5G? Il y en a plein qui ont gobé, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui ont gobé ici. Il y a plein de gens qui couraient, on disait on mettait une puce quand on se faisait vacciner. Et en fait, il y a plein de gens comme ça qui croient à tout, d'accord? Et donc voilà, donc en fait, on est dans un monde, on est dans tous les
les Google, les choses savent exactement qui vous êtes, comment vous êtes, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui ne vous intéresse pas, pour après justement pouvoir vous attraper. Il faut savoir que pour un Google, pour un Facebook, la vérité n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous montrer des choses vraies. D'ailleurs, techniquement, il est impossible de savoir si quelque chose est vrai. On ne peut pas analyser que ça ou ça c'est vrai. Donc, ce qui est important, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur les réseaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte à découvrir, à faire en sorte à ce que vous voyez, en général, je ne vais pas parler de exceptions, mais en général, vous aimez voir les choses sur lesquelles vous êtes d'accord. L'exemple le plus simple à donner quand on est en Israël, c'est les pro-Netanyahou, anti-Netanyahou. D'accord? Israël est divisé en deux. Il y a ceux qui détestent Netanyahou à un point inimaginable. Et il y a les pro-Netanyahou. D'accord? Où il y a un peu les neutres au milieu, mais en tout cas pas les anti. D'accord? Les pro-Netanyahou, ils vont être sur leurs réseaux sociaux. Ils vont voir toute la journée des vidéos pro-Netanyahou. Pro-Netanyahou ou des vidéos neutres. Où, voilà, en gros, il y a la guerre, on fait de notre mieux, les Chayalim, on est avec vous, il y a de l'entraide, il y a plein de choses, etc. Et il y a les anti-Netanyahou qui vont vivre dans un monde, dans un réseau social, dans leur réseau social, dans le même réseau, c'est la même page, la même application, avec le même type de téléphone, vont voir complètement autre chose. Ils vont voir de la haine du matin au soir, ils vont voir Lapid qui crie, ils vont voir des appels aux manifestations, ils vont voir qu'il faut aller jeter des feux d'artifice sur la maison de Netanyahou, ils vont aller faire ils vont voir donc quelque chose complètement différent. Et ça, vous vous retrouvez donc avec des gens qui vivent à côté et qui se retrouvent à voir deux mondes, deux réalités différentes. Et un Facebook ou un Snap ou un TikTok va vous laisser là-dedans. De la même manière, quand il y avait pendant la propagande du Hamas pendant les derniers mois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musulmans en France sont rentrés en commençant à voir des vidéos pro-Hamas et on les a laissés, ils ont vu que ça leur plaisait, on leur a mis du pro-Hamas du matin au soir et de la vidéo antisémite du matin au soir. Ils en ont vu, et TikTok, il leur resservait, ah, t'as aimé ça, je t'en donne une autre, je t'en donne une autre. Moi, le plus important, c'est que tu restes sur ma plateforme et que tu continues à regarder. D'accord? C'est ça mon but. Mon but, c'est de te voler ta vie. Donc maintenant, je te la vole comme ça ou comme ça. Si tu veux voir des cours de Rav Ron Shaya et des cours de Rav Gobert et des cours de Rav Si, et que c'est comme ça que je vais te laisser sur les réseaux sociaux, je te montrerai des cours de Torah. Mais si maintenant je peux te montrer autre chose, je te montrerai autre chose. Le plus important, c'est que tu restes le plus longtemps possible sur ces réseaux. Et ça, en fait, je fais une parenthèse. Vous êtes à Yeshiva, vous étudiez la Gemara. Et vous voyez qu'en fait, la Gemara, on est en permanence en train d'étudier des marlokot. D'accord? On étudie Abaye vers Rava, on a une marloquette, Abaye va dire moutar, et disons qu'on va dire kasher et pas kasher. Ok? En fait, c'est quoi étudier la Gemara? C'est pas dire non, moi je suis pour Abaye. Il est bon Abaye, moi j'aime bien Sachita, là, moi je suis toujours avec lui. D'accord? Et très souvent, dans les yeshiva, dans les cours les plus bas, les premiers cours, la question c'était, bon allez, Abaye Rava, à votre avis, qui a raison? Il y en avait toujours un qui tombait dans le piège, il dit, ah moi je pensais Rava, non, là il a raison, il a des réayots, mais meilleur que Abaye. Et en fait non, étudier la Gemara, c'est pas qui a raison, la halacha après, c'est quelque chose de différent, mais on doit comprendre parfaitement le raisonnement d'Abaye, qui est arrivé à dire kasher, et le raisonnement de Rava qui est arrivé à dire pas kasher. Et c'est les deux ont raison. Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Comment les deux peuvent avoir raison alors qu'ils disent le contraire? Ils ont raison parce que les deux ont eu un raisonnement. Les deux ont eu un raisonnement, c'est-à-dire qu'ils ont eu un mahalar qui les a fait arriver à cette conclusion. Et un mahalar sage, d'accord? Pas par Gahava, par partout. Le but, c'était d'arriver à une conclusion. Ils sont arrivés à une conclusion, à un raisonnement. Et nous, la Gemara, étudier la Gemara, c'est d'arriver à apprendre celui qui dit blanc et celui qui dit noir. Et ça, c'est ce qu'on appelle avoir de l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que nous, on arrive en fait à voir, en étudiant comme ça la Gemara, on arrive à élargir notre esprit, arriver un peu à dire, ah non, il n'y a pas que blanc. Il n'y a pas que blanc, il n'y a pas que blanc. On peut arriver à comprendre les gens qui disent ça, on peut arriver à les gens qui disent ça. Et ça, c'est un énorme avantage. Et c'est exactement le contraire qui se passe sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tu es intéressé par quelqu'un, tu deviens fan d'un chanteur, d'accord? On va t'en mettre de ce chanteur tout le temps et c'est pas grave. De tout le moment, le but c'est que tu y restes et on va pas te faire écouter maintenant de la musique classique en disant peut-être t'aimes la musique classique. On s'en fout, on n'est pas là pour te faire découvrir des trucs, c'est pas intéressant pour nous. On te laisse dedans, d'accord? Il y a
Un sujet, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui, les jeunes et moins jeunes, je dis les jeunes, mais c'est pas vrai du tout, même les vieux, n'arrivent plus à se décrocher de leur téléphone. Aujourd'hui, on prend un adolescent, un téléphone, il peut se casser la tête sur le mur, il crie, il y a des disputes avec ses parents, avec sa yeshiva, avec son école, avec son professeur, il y a plein de... Pourquoi c'est si dur? C'est quoi? Il fait quelque chose de particulier avec? Alors, on peut dire, bon, il s'ennuie et c'est son joujou, d'accord? Mais c'est pas ça, en fait, là, le vrai secret. Le vrai secret, c'est que de la même manière que pour la drogue, la cigarette, les jeux d'argent, l'alcool, les réseaux sociaux génèrent ce qu'on appelle de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone du plaisir. C'est une hormone qui est générée et qui en général est générée par quelque chose qui te donne un plaisir immédiat qui en général à long terme fait du mal. D'accord? La cigarette à long terme fait du mal, l'alcool fait du mal à long terme, tout ce que les jeux d'argent n'en parlons pas même à court terme. Et en fait, cette hormone-là est générée et c'est une hormone qui rend dépendant à elle-même. C'est-à-dire que plus en fait de la dopamine est générée, plus le corps demande encore de la dopamine. C'est pour cela que les gens n'arrivent pas ont beaucoup de mal à arrêter à fumer. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal à arrêter les jeux d'argent. Moi, je connais des gens qui ont perdu des dizaines de millions d'euros, des jeunes, hein, 20 ans, 21 ans, ils ont joué à des jeux d'argent, on leur a prêté de l'argent, ils ont perdu 20 000 euros, ils ont compris que c'était une catastrophe. 2 semaines après, ils étaient encore en train de rejouer. Mais attends, mais t'as perdu, tu vois que ton copain aussi a perdu et que l'autre a perdu. Non, c'est quelque chose des gens qui n'arrivent plus à se contrôler, d'accord? Et ce système-là de ne perdre de contrôle, c'est le même qui est utilisé dans les réseaux sociaux. C'est le même, c'est-à-dire que le vice-président, le cofondateur de Facebook, Sean Parker, a dit on a inventé une usine à génération de dopamine. À quel moment la dopamine est générée sur les réseaux sociaux? Quand quelqu'un poste quelque chose et qu'on le like. Vous savez c'est quoi like? Vous savez c'est quoi like? Like c'est quoi? C'est qu'en fait quand quelqu'un poste quelque chose, une blague ou une vidéo, un cours de Torah, il y a des gens qui disent j'ai aimé ou j'ai pas aimé. D'accord? Et les gens adorent ça. Quelqu'un qui aime, aujourd'hui, moi un jour j'ai donné un cours comme ça à des musiciens de Tel Aviv. Pas religieux du tout, musiciens de Tel Aviv. Et ils me racontent à quel point ils n'arrivent plus à l'époque la musique c'était quelque chose qui leur faisait du bien, mais aujourd'hui c'est une source de stress. Pourquoi c'est une source de stress? Parce qu'ils sont en permanence à mettre leur composition sur YouTube et ils attendent les likes. Ils attendent qu'on leur dise j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Et on est en permanence en compétition. À un moment, un grand chanteur, il peut avoir maintenant 5 millions de vues, 50 000 likes. Il n'est pas content parce que entre guillemets, un autre chanteur en a fait 8 millions avec 52 000 likes. D'accord? En fait, c'est toujours ce système de compétition. Mais en fait, quand même, quand on voit quelque chose et on le like, on dit qu'on aime ce qu'il fait, ça lui génère de la dopamine. C'est-à-dire qu'il a un sentiment d'appartenance, un sentiment de reconnaissance qui génère cette dopamine. De la même manière, quand quelqu'un envoie un WhatsApp et qu'on voit que notre message, on envoie un WhatsApp, notre message a été lu. Ça a l'air tout bête, mais ça génère de la dopamine. Quand quelqu'un se fait, quand on lui répond à un message, il y a plein comme ça, plein de monde, et donc tout ça, ça génère énormément de dopamine. Et ces choses-là, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à sortir. Beaucoup, ouais. Dans 3 minutes. Ouais. Alors. Pour finir sur la dopamine, comme ça après on pose des questions, après il faudra que je revienne pour la troisième partie. Et en fait la dopamine, elle est générée aussi par les jeux en ligne. D'accord? Il y a des jeux vidéo. Il faut savoir qu'en Chine, il y a 150 centres de désintoxication aux jeux vidéo. Quand on parle de 150 centres de désintoxication, c'est qu'en fait les jeux vidéo c'est quoi? C'est pas Mario Bros, d'accord? C'est les jeux en ligne. Il y a des adultes qui portent des couches. Ouais. Là, il y a des adultes qui portent des couches pour ne pas se lever de leur écran parce qu'ils sont au milieu de leur partie en ligne. D'accord? Il y a régulièrement des gens qui meurent, qui sont retrouvés sur leur clavier parce qu'ils n'ont pas mangé pendant des jours, ils ne se sont pas levés de leur jeu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on leur met en place des mécanismes de gamification, des mécanismes qui font qu'ils restent dessus, ils repartent dessus, ils restent dessus, ils repartent, il ne faut pas qu'ils ratent, il ne faut pas etc. Et ils restent dessus, et donc voilà, on arrive avec ce genre de folie, et pareil, ça génère de la dopamine. On va poser une question et après on verra si on continue sur la suite. Allez-y. Merci. À 2 reprises, vous avez cité les shiurim de Torah. Et moi, ça fait des années que je me bats contre ça. Est-ce qu'on peut dire que les shiurim de Torah, ce qui passe sur Internet,
Problématique. Ça référencé sur la plateforme, ça nous attache. Moi, je connais beaucoup de gens qui me disent, les mecs, je reste des heures devant sauf comme vous avez dit tout à l'heure, ce que tu veux, on va te donner. Ouais. Donc, est-ce que ça sera un problème d'écouter des choses et pour Rabbanim d'apparaître? Ouais, regardez. Moi, à 20 ans, j'ai évolué en Torah grâce à Avron Shaya, grâce à Ben Shetrit, que j'ai découvert sur Internet. D'accord? Donc, en fait, il peut y avoir un déclic qui peut se faire sur Internet grâce à des rabbanim qui se trouvent et qui vont aller chercher les gens. Moi, on avait été voir avec Rav Ben Shetrit il y a 20 ans. Moi, ravbenchetrit.com, c'est moi qui l'ai déposé. C'est moi qui me suis occupé du premier site internet du Rav. Et en fait, on a été voir Rav Steinman. On voulait monter une chaîne de télé. Il n'y avait pas YouTube encore. On voulait monter une chaîne de télé, ça n'existait pas encore, les 613 TV, des trucs comme ça. On voulait monter une chaîne de télé, Rav Ben Shetrit, télé, et toute la journée faire passer des cours. Et Rav Steinman nous avait dit, même s'il faut rentrer dans une poubelle pour aller ramener des gens, il faut le faire. D'accord? Donc il y a vraiment un besoin d'aller chercher les gens éloignés, et Internet, c'est une très bonne méthode. Maintenant, je vous donne un contre-exemple. Un jour, j'ai donné ce cours à Keter Shlomo, et un bachour qui est sorti en me disant, voilà, j'enlève tous mes réseaux sociaux, et le pire, c'est Instagram. Je veux enlever tout de suite Instagram. Le problème, c'est que j'écoute Rav Gobert sur Instagram. Qu'est-ce que je fais? Alors, je lui ai dit, regarde, on va faire quelque chose, on va appeler Rav Gobert. J'appelle Rav Gobert, je fais, Shimon, regarde, je suis avec quelqu'un, un jeune, il veut enlever Instagram, il veut pas l'enlever à cause de toi. Alors, il crie au téléphone, il fait, quoi? Il veut que j'aille au Gehinnom ou quoi? Voilà. Je lui dis, il me dit, passe-le-moi. Et il lui parle, et il lui dit, regarde, il faut absolument que tu l'enlèves, je t'enverrai les cours par mail, on va trouver une solution, on va faire ci, etc. Mais il y avait effectivement une tension, mais le Baruch Hashem, ce Baruch-là, il a enlevé son Instagram. J'ai vu, j'étais à Paris la semaine dernière, quelqu'un m'a présenté, il va y avoir une application où il n'y aura que des cours de Rabbanim, où on n'a plus besoin d'être sur les réseaux sociaux. Il va y avoir une application où il y aura tous les cours de Rabbanim qui seront réunis dans une application, donc il n'y aura plus besoin de TikTok, Instagram, Facebook, Le problème, c'est pas que de voir les cours de Rabbanim toute la journée. Évidemment, ça serait beau que c'était que ça. Le problème, c'est qu'on bascule aux cours de surfeurs, d'accord? Et aux surfeuses, des fois, malheureusement. Donc en fait, ça peut très très vite basculer. Donc en fait, voilà, il y a quelqu'un qui aurait eu une idée, ce serait de justement faire ça. Maintenant, on en parle beaucoup avec Binyamin Benamou, avec plusieurs personnes justement du monde qui sont sur Internet, qui font de la promotion sur Internet. Le but, c'est de faire arriver les gens au Beth Midrash, d'accord? Et d'arrêter la Torah sur Internet. Le but de la Torah sur Internet, c'est bien pour découvrir, mais la vraie Torah, elle se trouve à la Yeshiva, la vraie Torah, elle se trouve au Beth Midrash, la vraie Torah se trouve avec une Travuta, elle se trouve devant des livres. Et ça, c'est ça qui est important. Donc, il faut expliquer aux gens, et je le fais là devant la caméra, c'est que c'est pas parce que maintenant vous aimez des rabbanim sur Internet que vous devez y rester, parce que vous devez essayer de trouver un moyen maintenant de trouver ces rabbanim en vrai. On a monté un service qui s'appelle Makom Torah sur Torah Box, qui est justement, vous mettez une adresse, on vous donne les cours de Torah autour. Alors, je sais pas à quel point il est à jour, mais en tout cas, c'était l'objectif. Mais c'est ça, les prochaines étapes maintenant, c'est d'arriver à faire basculer les gens qui sont sur Internet à regarder des cours. Donc moi, ils sont en train de me regarder là maintenant, je suis en train de me faire filmer, et de faire en sorte à ce qu'ils aillent vraiment étudier la Torah devant des vrais textes, avec des vraies personnes. Et c'est toujours un antagonisme, le paradoxe, c'est toujours le monde, c'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire que certaines fois, la canne à pêche, elle se trouve sur Internet, mais il faut en sortir. Et le problème aussi, c'est très souvent, c'est les rabbanim eux-mêmes qui vont se trouver sur Internet, ils vont se faire influencer eux-mêmes. Très 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 vite, ils vont y rester. Très très vite, ils vont avoir de la dopamine aussi. Le problème dopamine, à vouloir plus de likes, plus de vues, plus de ci, plus de ça. Et ça, c'est très dangereux. Moi, à titre personnel, quand j'étais en 2012, je me suis rendu compte, pour une raison, on n'a pas le temps, mais pour une raison que je devais quitter. Et j'ai appelé Rav Ben Shetrit et on a décidé ensemble. Rav Ben Shetrit n'était pas encore beaucoup sur les réseaux sociaux encore. Et on a tranché que j'allais partir. Pourquoi j'allais partir? Parce que j'étais arrivé à un stade où j'allais plus perdre. Et en fait, j'avais Chayecha Kodmin, c'est-à-dire que ma vie était plus importante que faire du Zikuy Arabim. Il fallait absolument d'abord que je me sauve moi-même, et après, si j'arriverais à faire passer des messages d'une autre manière, je le ferai d'une autre manière. Donc il y a un vrai problème avec les cours sur Internet, mais aujourd'hui, même à Bnei Brak, où les rabbanim étaient contre les cours sur Internet pendant des années, aujourd'hui il y a une plateforme Benenu, il y a Kol Halashon qui fait un carton qui est gigantesque. Mais voilà, le but c'est d'essayer de ne pas utiliser des plateformes comme YouTube, comme Instagram, comme Facebook pour aller voir ces cours-là. Si on a un filtre Internet comme Netfree, par exemple, en Israël, il y a un filtre qui s'appelle Netfree qui est extraordinaire.
On n'a pas ça, en fait. Déjà, on n'a pas la vidéo qui se lance tout seul après. Les vidéos sont toutes filtrées une par une pour savoir si elles correspondent à des critères. Il n'y a pas de femmes, par exemple, dans les vidéos. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de ci. Donc, en fait, on est plus addict comme ça. De temps en temps, on peut aller voir un cours de Rav Ophir Malka et on assiste pendant 1 heure à un chiot. Mais on n'a pas le système qui fait qu'on lâche pas ces choses-là. Il me reste 10 minutes, donc je vais essayer de parler d'un autre sujet qui est très très important. Dans le monde de l'Internet, on a l'impression que tout le monde est beau, tout le monde réussit, tout le monde est heureux, tout le monde marche, tout va bien, tout le monde est riche. Dans les réseaux sociaux professionnels, on a l'impression que toutes les entreprises tournent bien, sauf la nôtre. On voit des couples, on a l'impression qu'ils sont tous heureux, des fois, sauf le nôtre. Des shalom. Les enfants, ils ont tous l'air d'être des génies. Les enfants, oh là là, ils font tous des trucs. On voit les enfants à 4 ans qui font du piano comme ça. Mon fils, il casse le piano à le même âge. On a l'impression que tout le monde arrive à faire des choses extraordinaires. Et en fait, c'est l'une des principales raisons qui font que les gens dépriment en regardant les réseaux sociaux. Les gens sur les réseaux sociaux ne vont pas montrer la vraie vie. Ils vont montrer une vie faussée. Un jour, il m'est arrivé, côté de chez moi à Bnei Brak, j'ai vu une jeune fille. Je dis, clairement, je ne regarde pas les jeunes filles en général, mais Hachem m'a vraiment envoyé pour que je vous en parle. J'en ai parlé plusieurs fois de cette scène-là. J'ai vu une jeune fille qui arrivait, qui marchait et qui était comme ça en train de marcher, extrêmement triste, les yeux plissés comme ça. Elle avait vraiment l'air, mais effondrée. Et elle s'arrête, elle sort un smartphone, d'accord? C'est pas une fille de Bnei Brak, c'est une fille qui venait de Ramat Gan à côté. Elle sort son smartphone, elle se coiffe, elle fait un grand sourire, et elle fait ch'ta. Et elle se poste. Ok? C'est quoi? Et donc, elle a envoyé aux autres qu'elle est heureuse. Tout va bien. De l'autre côté, vous avez donc plein de filles qui regardent derrière et qui voient qu'elle est heureuse. Et alors qu'eux-mêmes ne sont pas spécialement heureux. Adolescents, c'est pas facile, on a les contrôles, on a les trucs, les filles, les garçons, les trucs, les problèmes. La vie n'est pas facile. Et même adolescent, même adulte, la vie n'est pas facile. Il n'y a rien. Moi, je dis, je suis actionnaire de centaines d'entreprises. Il n'y en a pas une où c'est facile. Pas une où il y a eu, allez, c'était bon, on a juste ouvert le truc, ça y est, c'était bon, le jackpot. C'est des problèmes, des conflits, des trucs, des pleurs, des psys. Il y a des entrepreneurs qui sont suivis par des psychologues. C'est très, très, très dur. La vie est très, très dure. Mais sur les réseaux sociaux, on voit toujours le bon côté. On a toujours l'impression que tout se passe toujours bien. Et ça, en fait, ça fait qu'on arrive à penser que notre vie est toujours moins bonne que les autres.